Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est une des épîtres écrites par Voltaire. C'est donc une lettre publiée dans les épîtres Stances et Audes en 1759. Nous sommes donc au cœur du siècle des Lumières, un siècle dans lequel vont être prônés le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre un obscurantisme religieux et un arbitraire politique, celui de la monarchie. Voltaire va participer activement à la diffusion des idées des Lumières et notamment à travers le projet phare de ce siècle, à savoir l'encyclopédie. Les philosophes des Lumières vont développer leurs idées dans des salons qui sont héritiers des salons du XVIIe siècle. Cependant, ces salons sont un petit peu différents dans le sens où, là où la femme incarnait le sommet social du XVIIe siècle, ici ce sera plutôt l'homme. Cette bascule à l'intérieur des relations du salon va montrer aussi un renversement dans le rapport homme-femme et notamment dans les rapports de séduction. Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, est donc un auteur polygraphe. Il va s'illustrer principalement dans la littérature d'idées, à travers des essais, des romans, des nouvelles, mais aussi du théâtre. Et il va avoir une correspondance relativement importante, correspondance dans laquelle il va utiliser les ressources de la poésie comme outil de séduction notamment, et c'est le cas de ce qu'on aura ici. Je passe donc à la lecture de ce texte. Jeune et charmant objet, à qui pour son partage le ciel a prodigué les trésors les plus doux, les grâces, la beauté, l'esprit et le veuvage. Jouissez du rare avantage d'être sans préjugés, ainsi que sans époux. Libre de ce double esclavage, joignez à tous ces dons celui d'en faire usage. Faites de votre lit le trône de l'amour, qu'il ramène les ris bannis de votre cour par la puissance maritale. Ainsi Voltaire va développer toute une rhétorique de la séduction, rhétorique qui va être basée principalement sur le thème de la sexualité, et c'est en cela que l'on peut se poser la question en quoi la sexualité participe-t-elle de la définition de la femme. Pour répondre à cette problématique, nous partagerons le texte en 3 parties. Une première du vers 1 au vers 10, dans lequel il va y avoir un éloge du veuvage, puis du vers 11 au vers 19, dans lequel Voltaire va développer la sexualité telle qu'elle est pratiquée à l'intérieur du mariage, et enfin du vers 20 au vers 27, où il va opposer à la relation avec le mari, celle avec l'amant. Je commence ainsi le commentaire. Cette lettre, qui est destinée à une jeune veuve, comme l'indique le titre, s'ouvre sur un groupe nominal complexe, donc avec le nom commun central, objet, qui va être complété par 2 adjectifs, jeune et charmant. Le premier élément qui est frappant, eh bien, c'est justement le fait que le sujet de la phrase est le nom objet. Cet objet, qui est jeune et qui est charmant, désigne évidemment la jeune veuve. C'est à elle qu'on s'adresse et c'est elle qui ouvre finalement la lettre. Cette jeune veuve va être définie par les grâces que lui a prodiguées le ciel, au vers 2. Elle a été dotée d'un certain nombre de qualités, désignées par la périphrase « les trésors les plus doux ». On remarque ici l'usage du superlatif relatif, qui est là pour accentuer encore l'aspect mélioratif déjà contenu dans le nom commun trésor. Ces trésors vont être énumérés dans le vers 3. Il s'agit de la grâce, de la beauté, de l'esprit, qui sont 3 termes qui renvoient directement aux 2 premiers adjectifs. La jeune veuve est jeune et charmante parce qu'elle est gracieuse, belle et pleine d'esprit, mais le 4e terme, ici le veuvage, vient rompre la logique de l'énumération, puisque le fait d'avoir perdu son époux, normalement, ne devrait pas être considéré comme quelque chose de positif, et ici il va y avoir un renversement, avec cet élément négatif qui va se transformer dans le cours du texte en un élément qui est positif. Et c'est ainsi que commence finalement l'éloge du veuvage par Voltaire. Donc le nom objet qui était sujet de la phrase va avoir son verbe. Jouissez du rare avantage d'être sans préjugés ainsi que sans époux. Ici le verbe jouir va porter l'emphase directement sur à la fois le fait de profiter de sa jeunesse, de son charme, des grâces de la beauté de l'esprit, mais aussi de profiter de sa sexualité. Et ainsi, l'idée du veuvage va être développée au travers du prisme de la sexualité. Donc l'avantage est rare, non seulement les avantages que lui a donné le ciel, à savoir la grâce, la beauté, l'esprit, mais aussi le fait que ses qualités physiques sont accolées à une qualité de statut, à savoir celui d'être veuve. Cet adjectif est antéposé, ce qui montre ici la dimension subjective de ce jugement.
L'avantage dont il est question va être développé dans le vers 5. Cet avantage est d'être sans préjugés ainsi que sans époux. Ici, la structure en parallélisme va renforcer le paradoxe, qui est de présenter quelque chose de négatif, avec le terme sans, répété, en quelque chose de positif, un rare avantage. Cet élément positif, annoncé par l'idée d'avantage, va être explicité au vers 6, puisque les préjugés et l'époux vont être qualifiés de double esclavage. De ce double esclavage, il s'agit de se libérer, ce que va montrer finalement l'opposition entre esclavage en fin de vers et de l'adjectif libre en début de vers. De même, libre étant un adjectif, il est directement relié au sujet, donc à la jeune veuve, alors que l'esclavage étant un nom commun, il en est détaché, au moins grammaticalement. Les verbes à l'impératif se poursuivent, joignez à tous ces dons celui d'en faire usage. Ici, le veuvage, qui était négatif, va s'affirmer comme un don, éventuellement un don du ciel, comme on le disait au vers 2, et il s'agit du coup d'en faire usage, ce qui est une autre manière de rappeler le verbe jouir au vers 4. Cette idée du lien entre usage et jouissance va s'expliciter dans les deux vers suivants. Faites de votre lit le trône de l'amour, qu'il ramène les riz bannis de votre cour. Il s'agit ici de mettre l'accent sur la dimension biologique, finalement, des rapports entre les hommes, et de transformer le lit qui était vide, suite au décès du mari, en un trône de l'amour. L'expression trône de l'amour venant ici placer la jeune veuve quasiment comme une reine de l'amour. Et ce lit, ce trône, sera du coup le vecteur qui ramènera la joie, les riz, qu'il avait délaissé. Ici, le nom de cour peut faire référence justement à ce système de salon, du coup, dans lequel sont en jeu des enjeux de séduction. La présence du mari les bannissait, donc banni de votre cour par la puissance maritale. Ce mari importun est celui à cause de qui la femme est triste. Ainsi donc, c'est bien un éloge du veuvage que va se livrer Voltaire ici, éloge du veuvage qu'il va développer dans la deuxième partie avec une critique de la sexualité à l'intérieur du cadre du mariage. Cette critique s'ouvre par une interjection à modalité exclamative, et une définition de ce qu'est un mari, mais une définition négative qui se fait par le tour présentatif. Ce n'est pas définition qui se porte justement sur le lit dont il était question. Faites de votre lit le trône de l'amour, et bien sous-entendu, le mari est celui qui a fait du lit autre chose qu'un trône de l'amour, et en l'occurrence, c'est ce qui va être donné au vers 12, le fait que le lit n'est plus que là où l'on dort, finalement. Cette définition du mari, qui opère en parallélisme, montre l'opposition qu'il y a du mari et de l'amant. En creux de cette définition du mari, commence à se définir l'amant, celui qui ferait du lit le trône de l'amour et qui aimerait le jour plutôt que de gronder. Quoi qu'il en soit, le mari ne se signale pas justement au lit, c'est-à-dire qu'il ne se signale pas par le fait qu'il brille sexuellement parlant. La conjonction de coordination à valeur alternative ou va montrer justement le cadre spécifique de la sexualité à l'intérieur du mariage. Elle se signale en premier lieu par son caractère exceptionnel, au sens premier du terme, c'est une exception, premièrement avec la valeur alternative, puis avec le complément circonstanciel par merveille, et encore avec l'usage de la tournure impersonnelle, s'il arrive. Tout cela va montrer que c'est véritablement assez rare. Donc il arrive que chez lui la nature éveille le désir. Il s'agit vraiment de réduire la sexualité à une simple pulsion naturelle, pulsion qui serait exceptionnelle, pulsion qui serait réduite au désir. Premier élément de l'alternative, parfois il a envie de son épouse, mais l'interrogation totale à valeur rhétorique va donner une limite finalement à l'éveil de ce désir. C'est un désir qui est unilatéral, ce que va montrer finalement le chiasme entre la répétition du verbe éveiller et la reprise pronominale du mot désir. Chiasme qui va modéliser finalement l'enfermement que subit la femme à l'intérieur du cadre du mariage. Question à valeur rhétorique donc, puisque la réponse est donnée immédiatement, non, une négation forte, totale là encore, négation qui va se redoubler d'une double négation sans aucun prélude, donc double négation qui accentue encore la brutalité contenue dans le verbe brusquer.
La sexualité dans le cadre du mariage est donc bien unilatérale, puisque le mari ne connaît point l'art d'animer ce qu'il aime. Il n'y a là que le plaisir du mari qui compte, On peut parler de viol conjugal. Dans le rapport sexuel, il ne va y avoir aucun sentiment, ce qui va être montré par l'absence d'âme contenue dans le verbe animer. Le mari agit sans art, agit avec violence, une violence morale et une violence physique, contenue dans le verbe brusquer, et un plaisir unilatéral, puisque la femme est privée de la volupté suprême, à savoir l'orgasme. Le traître jouit seul, si pourtant c'est jouir, il y a une remise en cause de ce qu'est la jouissance qui était appelée des vœux de Voltaire, déjà au vers 4. Donc une jouissance qui se ferait seule serait une jouissance discutable, et ainsi le traître de mari serait par là même, sur ce point-là, opposé à l'amant qui va être défini dans la troisième partie. Le mari étant mort, loin de vous tout lien, la jeune veuve n'est plus liée ni par des liens moraux, ni par des liens physiques. La jeune veuve n'a donc rien à regretter, pas même pour des raisons économiques, puisque Plutus désigne la divinité de la richesse. Elle n'a rien à regretter, pas même sur le plan économique, tout simplement parce qu'un autre dieu, l'amour, divinité que l'on voit avec la majuscule, se chargera de la pourvoir, c'est-à-dire lui permettre de vivre décemment. Ici, il y a un rejet finalement du contrat social d'un mari qui permettrait à son épouse une vie, économiquement parlant. Celui qui se chargera d'entretenir la femme, ce sera l'amant, et il se chargera de l'entretenir aussi bien économiquement que sexuellement. Vous n'avez jusqu'ici connu que le devoir, le plaisir vous reste à connaître. Nous avons une opposition de la sexualité comme devoir à la sexualité comme plaisir, et une sortie progressive de l'enfermement marital qu'avait connu la veuve, enfermement qui est modélisé là encore par la reprise du verbe connaître, connu ou connaître, autour de l'opposition devoir-plaisir. L'amant ici va être introduit au vers 24, quel fortuné mortel y sera votre maître. L'adjectif fortuné étant utilisé en sileps, à la fois celui qui a de la chance, celui qui a une bonne fortune, mais c'est aussi celui qui a une fortune tout court. C'est pour ça aussi que l'amour peut remplacer Plutus, puisque du coup il a une fortune. Donc ce fortuné mortel sera le maître dans le plaisir, mais ici il y a là encore une sileps sur le mot maître. Il ne sera pas maître comme le mari était maître. Le mari était maître de la femme dans le sens où il pouvait l'utiliser. Ici, l'amant sera maître de la femme dans le sens où il lui enseignera le plaisir. Donc cet enseignement, là encore, va mettre en opposition le mari et l'amant par la reprise de la même interjection, a, qui était présente pour l'amant au vers 11 et qui revient ici au vers 25. Et cet enseignement est donc un enseignement réciproque, contrairement à l'utilisation unilatérale de la femme par le mari, enseignement réciproque, puisque à travers la renaissance de la femme dans le plaisir, lui-même, l'amant, se rendra compte qu'il avait ignoré le plaisir, et du coup, il apprendra lui-même de son élève en quelque sorte. En quoi la sexualité participe-t-elle de la définition de la femme ? Nous avons vu que dans cette lettre de séduction, nous avions un éloge paradoxal du veuvage, principalement axé autour des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, au travers de cette description de la sexualité dans et hors mariage, nous avons une définition de la femme elle-même et une progression finalement d'un statut d'objet à un statut de sujet. La femme, dans le texte, passe progressivement d'une position d'objet sexuel à une position de sujet de sa propre sexualité. Ainsi, le veuvage lui permet de sortir de sa condition de femme épouse, femme soumise finalement à un contrat social, contrat qui l'enferme, contrat qui la brime, pour arriver progressivement à un statut de femme biologique, c'est-à-dire avec des désirs, une envie de plaisir. Et finalement, cette progression d'objet à sujet va venir modéliser une progressive conquête de la liberté de la femme, qui va passer du devoir sexuel à un droit de sexualité. Et en ce sens, ce texte est bien représentatif du mouvement du libertinage qui se développe durant le siècle des Lumières, libertinage qui repose précisément sur le rejet du préjugé, moral notamment, pour valider finalement une quête du plaisir.
On pourrait modaliser cependant sur l'ambivalence de cette renaissance dans le plaisir, dans le sens où toute cette lettre, tout cet éloge paradoxal du veuvage et toute cette interrogation sur la sexualité comme définition de la femme est à interpréter dans le cadre d'une stratégie de séduction qui va sans doute modaliser ici la réalité du fait à l'époque de Voltaire. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom vers 1 à 5. Les expansions du nom sont un ensemble d'outils grammaticaux qui visent à donner des précisions par rapport aux noms auxquels ils sont attachés. On en distingue 3 types, les adjectifs, les compléments du nom et les propositions subordonnées relatives. Pour ce qui est des adjectifs dans les 5 premiers vers du poème, nous pouvons remarquer 2 adjectifs qualificatifs épithètes, c'est-à-dire directement reliés au nom qu'ils complètent, charmant qui complète objet et rare qui complète avantage. Nous pouvons repérer aussi 2 adjectifs qualificatifs là encore, mais apposés, qu'on appelait autrefois épithètes détachées. Il s'agit de jeune qui complète objet, qui en est détaché par et charmant, et doux qui complète trésor, qui en est détaché par le système de superlatifs relatifs, les plus. Pour ce qui est de la proposition subordonnée relative, nous en avons une qui est au vers 1 et 2, donc à qui pour son partage le ciel a prodigué les trésors les plus doux. Tout cela est bien une proposition organisée autour du verbe conjugué à prodiguer et introduite par le pronom relatif qui reprend le nom objet. Enfin, on pourrait traiter sans préjugé et sans époux comme des compléments du nom, dans le sens où ils se rapportent tous les deux au nom objet et ils y sont reliés par l'intermédiaire du verbe être, début du vers 5, ce qui nous permettrait de montrer qu'il y a bien un rapport d'équivalence entre objet et ces 2 groupes prépositionnels. Donc ce serait un petit peu des cas particuliers ici, puisqu'ils ne seraient pas reliés à leur antécédent de manière directe.